Donc, je remplace Christelle pour vous présenter cet outil, ce nouvel outil à la disposition de la filière équine, qui est le RESP, dans l'objectif de maîtriser les risques sanitaires dans la filière équine. Donc, ces dernières années, on a dans la filière équine été victime, vous avez tous en mémoire, notamment en Normandie, l'épidémie d'artérite virale qui a eu lieu en 2007, qu'on a géré à l'aide d'un comité de suivi d'artérite virale, donc socio-professionnels qui se sont réunis de juin à septembre 2007 pour essayer de maîtriser le risque et d'enrayer la diffusion. En 2009, dans le sud de la France, c'est une épidémie des foyers d'anémie infectieuse qui ont eu lieu, qui ont également énormément perturbé la filière sportive de tous les départements du Sud-Est et qui ont fait l'objet, donc qui ont également été suivis. Alors là, c'était une maladie réputée contagieuse, donc c'est le ministère de l'Agriculture et la Direction générale de l'alimentation qui menaient la police sanitaire, mais les professionnels étaient très présents et ont tenu à débriefer ces foyers en fin d'année, au mois de novembre en 2009. À chaque fois qu'on a des crises sanitaires, les répercussions économiques et psychologiques sur la filière équine sont énormes. Il y a une énorme déstabilisation. Et donc, on a réellement un besoin de sécuriser l'industrie équine pour ne pas être victime de ces crises sanitaires. On est à l'heure actuelle, et notamment dans la filière équine, beaucoup plus que dans d'autres filières animales, dans un contexte qui favorise énormément la contagion, à cause de tous les échanges et transports de chevaux nationaux et internationaux qui sont tout à fait propices à la diffusion des pathogènes. Et puis, ce n'est pas une illusion, le réchauffement climatique, quand on regarde le modèle de la fièvre catarrhale ovine chez les bovins, on a des maladies similaires dans la filière équine, notamment la peste équine, qui pourrait tout à fait se développer sur les mêmes modèles. Et donc les spécialistes, les virologues, des gens comme Stéphane Ziantara, nous ont dit encore ces derniers temps qu'il ne faut pas se demander si la peste équine va venir en France, mais il faut maintenant se demander quand elle va arriver en France. C'est quasiment une certitude. Toutes les conditions d'accueil et de multiplication du virus sont réunies en France à l'heure actuelle. Donc la filière équine, finalement, c'est une filière qui est fragile. Pourquoi? Parce que par rapport aux autres filières, comme la filière bovine, c'est une filière qui est beaucoup plus dispersée. On n'a pas la même mentalité collectiviste dans la filière équine que ce qu'on trouve pour les bovins. Donc c'est difficile de mobiliser la filière équine pour prendre des décisions collégiales. Et les microbes, eux, ils ne s'occupent pas de savoir si c'est des chevaux de course, des chevaux de trait ou des chevaux de sport. En fait, il faut pourtant mettre tout le monde d'accord sur des principes de prévention sanitaire. On a également un problème, c'est que la localisation des chevaux est assez peu stable, c'est-à-dire que tous les chevaux de sport et les chevaux qui sont en fait les chevaux à risque sur le plan sanitaire, ils bougent énormément, à la fois pour des raisons les mouvements saisonniers, notamment au moment de la monte, et puis tout ce qui est convenance, parce que les gens, quand ils ont envie de se promener, quand ils ont envie d'emmener leur cheval à droite, à gauche, à Brest ou à Perpignan, personne ne peut les en empêcher. Et au niveau des compétitions et des courses, il y a également énormément de mouvements. Donc un autre élément en fait, de fragilité de la filière équine, c'est que des mesures sanitaires collectives sont difficiles à mettre en place en l'absence d'une autorité sanitaire validée. Ça veut dire ça en clair que quand il y a une épidémie, tout le monde dit « mais que fait la DSV? Pourquoi ils ne nous empêchent pas? Pourquoi ils ne donnent pas? Pourquoi ils ne mettent pas des interdictions de circulation pour pas que le virus ou le risque sanitaire diffuse ?» Mais en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les maladies équines, elles préoccupent la filière et les professionnels, elles préoccupent assez peu les autorités sanitaires, parce que dans la globalité, ce ne sont pas des maladies qui passent à l'homme. Il n'y a pas de risque zoonotique, c'est-à-dire risque pour l'humain énorme, comparativement à d'autres espèces animales, ce qui fait que réellement, il faut que la filière équine, du coup, se recrée son autorité sanitaire, je dirais, en dehors de la réglementation et des ministères. Donc, ces événements sanitaires des dernières années
ont amené au développement du RESP. Donc le RESP, c'est quoi? Réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine. Donc le nom est assez explicite, c'est-à-dire qu'on surveille les épidémies pour les chevaux. Alors, on se rend compte que les professionnels du cheval ont de plus en plus besoin d'informations sur toutes les maladies infectieuses et les principales maladies qu'on trouve chez les chevaux, également sur des pathologies non infectieuses, par exemple des problèmes de myopathie atypique, ce n'est pas infectieux, mais c'est bon, des problèmes métaboliques. La naissance du RESP en fait, découle en fait de ce besoin. Et à l'heure actuelle, le RESP a pris un retentissement européen. C'est le premier réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine au niveau européen, notamment à l'instar du monde des courses, qui en fait, étant très international sur le plan de l'activité, a des antennes un petit peu partout au plan européen et même plus loin. Donc le RESP, c'est une association. Au départ, c'est une association qui existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, c'était des vétérinaires. Donc c'était vraiment le monde des vétérinaires qui composait le RESP. Et puis, à l'occasion des crises qu'on a eues en 2007 notamment, en 2008, le RESP s'est ouvert en fait aux professionnels et a fait rentrer toutes les associations socio-professionnelles qui voulaient y être intégrées. C'est-à-dire que maintenant, on y trouve le monde des courses, le sport, toutes les associations, l'ANSF, les fédérations sportives, en fait, les écoles vétérinaires également, les administrations, toutes les institutions sont représentées au sein du RESP et participent aux décisions et font vivre cette association. Alors, en fait, le premier objectif, c'est d'assurer une veille sanitaire des maladies équines, surtout quand on est dans le cas de maladies contagieuses et qui intéressent la filière équine dans son collectif. Parce qu'en fait, c'est ces maladies contagieuses qui passent d'un cheval à l'autre et qui vont occasionner des pertes économiques importantes ou bien qui peuvent présenter un risque en santé publique. Ensuite, le deuxième intérêt du RESP, le deuxième objectif, c'est de développer un réseau de compétences des vétérinaires dans la mesure où, à chaque fois qu'on trouve un nouveau problème et qu'on a des renseignements, c'est source de progrès pour la profession vétérinaire et l'objectif, c'est de remonter des informations épidémiologiques pour savoir à quelle maladie on a affaire, comment elle se propage, d'où elle vient, comment elle évolue, enfin tous ces éléments-là, ces éléments scientifiques qui appartiennent aux vétérinaires, mais les vétérinaires équins et mixtes qui s'impliquent dans le RESP, en fait, vont trouver énormément d'atouts et d'informations pour se tenir au courant et pour se perfectionner. Ensuite, le RESP va avoir un rôle d'alerte des autorités sanitaires, puisqu'en fait, le RESP communique avec le ministère et avec les services vétérinaires. Le RESP va également avoir un rôle primordial d'alerte des socioprofessionnels à chaque fois qu'on va avoir un risque sanitaire qui va apparaître. Et puis le RESP a monté depuis 2008 une capacité à gérer des crises sanitaires, c'est-à-dire essayer de s'organiser en dehors du pouvoir du ministère, en quelque sorte, donc en dehors des maladies réglementées, pour pouvoir essayer de donner aux professionnels des outils pour se défendre contre les risques sanitaires, c'est-à-dire organiser en fait la prévention et la maîtrise de la diffusion. Donc le RESP est composé d'un conseil scientifique et technique et de groupes spécifiques qu'on appelle des collèges qui sont en fait orientés sur certaines pathologies majeures. Donc ça fonctionne par thématique sanitaire. On va avoir un groupe qui s'intéresse à tout ce qui est respiratoire. Alors ce qui est respiratoire, eh ben, ça va être la grippe, ça va être le virus herpès, donc rhinopneumonie, ça va être l'artérite virale et puis la gourme, qui est une bactérie, mais qui est également intégrée maintenant dans ces préoccupations de tout ce qui est respiratoire. Ensuite, on va avoir une thématique sur tout ce qui est nerveux. Donc vous savez que la rhinopneumonie, donc l'herpès virus, a une forme nerveuse. On a actuellement des foyers dans le nord de l'Île-de-France. Bon, on va avoir des maladies comme le West Nile,
qui est un virus présent dans la zone de Camargue, donc dans le sud-est de la France, et puis des maladies sur lesquelles on est pour le moment en prospective, comme le Borna, qui est un virus, une maladie qui est une maladie qui touche l'homme, mais pour lesquelles on sait que le cheval pourrait également être sensible. On a donc un autre réseau, donc un autre collège qui concerne tout ce qui est myopathie atypique. Donc vous savez que cette maladie, c'est une maladie qui sévit à l'automne et au printemps, et qui va tout d'un coup toucher des troupeaux qui sont à l'herbe avec des mortalités brutales, donc très, très choquantes pour les éleveurs qui vont au champ et qui retrouvent leurs animaux morts. Donc là, il y a un réseau en fait en collaboration avec la Belgique. Et puis le nouveau réseau, le dernier qui s'est construit, c'est une surveillance de l'avortement. Donc avortement avec les causes principales que sont, donc causes contagieuses, que sont l'artérite virale, l'herpès virose et la leptospirose, sachant que vous savez que dans les causes de perte économique de la filière équine, la perte des poulains et les avortements sont des causes réellement de pertes majeures, sur lesquelles on a encore énormément de progrès à faire. Et on a une vraie méconnaissance des causes d'avortement à l'heure actuelle, et c'est vraiment un sujet sur lequel les éleveurs doivent se motiver. Alors là, vous voyez, c'est finalement un schéma classique d'une association 1901, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée générale, des membres titulaires, associés, des invités, des experts, un conseil d'administration, donc avec des sièges qui sont répartis entre les vétérinaires et le monde des socioprofessionnels. Il y a un comité de pilotage avec des partenaires financeurs et le conseil scientifique et technique, donc, qui oriente en fait tous les travaux sur le plan scientifique. Alors, on a également quelque chose d'important, c'est qu'on a au RESP des membres permanents. Christelle Pittel, qui malheureusement a la grippe et qui ne peut pas vous présenter son bébé, est directrice du RESP, et on a deux personnes en permanente affectées au RESP, ce qui fait qu'en fait ça en fait quand même une structure qui peut répondre à la demande. Vous pouvez téléphoner, vous aurez des gens au téléphone qui pourront prendre en compte vos remarques et vos appels et qui pourront vous répondre et donc vous donner des informations. Et donc la cellule de crise qui est mobilisable, donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, en fait, on part d'un intérêt commun entre les vétérinaires sentinelles et les socioprofessionnels. Le vétérinaire, en fait, il est appelé par les éleveurs parce qu'il y a une pathologie, parce qu'il y a un événement sanitaire. Les informations, donc, elles vont être transmises en temps réel, puisqu'en fait, dès qu'on va avoir les résultats des analyses, eh ben, le RESP, s'il y a un risque sanitaire avéré, va pouvoir aussitôt passer des alertes par mail. Et c'est vrai que maintenant, la technologie moderne nous aide énormément. Ça va quand même plus vite que de passer des fax ou des coups de téléphone. Et donc, en cas d'épizootie, on va pouvoir réunir une cellule de crise. C'est donc un petit peu sur le modèle de ce qui s'est produit expérimentalement en 2007 pour l'artérite virale, qui a été renouvelé quand on a eu une épidémie de grippe en février 2009 sur Grosbois. Et puis également en fin d'année, quand on a eu l'anémie infectieuse dans le Var. Alors en fait, la cellule de crise, elle va démarrer suite à la décision d'un groupe leader, donc un petit nombre de personnes, 3 personnes, qui, au regard des événements, vont dire, bon, là il y a quelque chose de grave, on déclenche. Et donc, derrière ça, des réunions téléphoniques de personnes dont on a le carnet d'adresse et qui sont des personnes dont on sait qu'ils ont un rôle dans une association ou dans une structure, une fédération, et qui vont pouvoir décliner l'information, des comptes rendus de ces réunions, un plan de communication bien entendu, et un débriefing après la crise. Donc vous voyez que ça c'est le schéma théorique de la gestion de crise. À partir d'une situation épidémiologique anormale, à T0, le groupe leader va en fait déclencher la cellule de crise dans les 24 heures. Et donc, à partir de là, il y a un carnet d'adresses et les personnes, si vous voulez, ciblées pour participer à cette cellule de crise vont être contactées et mobilisables dans les 12 à 24 heures qui suivent sous forme d'une réunion téléphonique.
derrière ces réunions téléphoniques, alors au cours des réunions téléphoniques, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décrit l'actualité sanitaire, on a des éléments objectifs de la part des laboratoires sur les résultats des analyses, sur l'amplitude du phénomène réel, et on va pouvoir par rapport à ça, par rapport à une actualité validée, prendre des décisions, proposer des mesures de prévention, proposer éventuellement des mesures de restriction, dire on empêche telle manifestation, on informe les gens qu'il ne faut pas qu'ils bougent, enfin un certain nombre de choses comme ça. Et puis à la suite de ça, donc un certain nombre de réunions tant que dure la crise, et puis un débriefing en fin de crise pour analyser les points forts, les points faibles, les progrès qui restent à faire. Donc, un des éléments complémentaires, c'est que quand on a des analyses et des prélèvements qui ont été faits, on va avoir isolé des virus et on va pouvoir les typer. Et à partir de ces typages de souches, on va pouvoir savoir où on a vu ce virus la dernière fois et pouvoir le suivre et du coup, sur le plan épidémiologique, pouvoir tracer la diffusion de la problématique du virus. Et puis donc vous voyez que le RESP international est également, l'information tourne au niveau international puisque le RESP a des antennes à l'international. Alors comment circule l'information? Donc le RESP, avec ses 4 sous-réseaux, les acteurs, les vétérinaires sentinelles, l'administration et puis le RESP international, les socioprofessionnels, tous les organismes sentinelles que sont les laboratoires d'analyse, puisqu'en fait on a un certain nombre de laboratoires d'analyse qui peuvent participer au dépistage. Bon, l'IFCE et sa base CIR ont évidemment un rôle à jouer. La Fédération nationale des courses françaises est également une des institutions très motrices au niveau du fonctionnement de la circulation. L'ANSES, donc les laboratoires de référence à dosulés, ont également leur rôle à jouer. Et donc, on va partir de prélèvements qui vont être envoyés par les vétérinaires dans les laboratoires. Ces prélèvements sont pris en charge par le RESP, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le cadre de déclaration de maladie au RESP, les analyses sont prises en charge par le RESP, c'est-à-dire que l'éleveur va payer le vétérinaire, mais tout ce qui est analyse va être financé. Donc on va avoir du coup des résultats d'analyse et ça va faire l'objet de déclarations qui vont finalement être faites donc le RESP a connaissance de la problématique sur le terrain et va pouvoir diffuser les informations et les alertes à la fois à l'administration, aux socioprofessionnels. Bien entendu, le vétérinaire a également les résultats d'analyse et l'ensemble des vétérinaires sentinelles sont informés par le RESP d'une problématique. Donc vous voyez que finalement, on a tout un réseau qui fonctionne pour une meilleure information. Alors actuellement, les vétérinaires sentinelles, vous voyez que la carte au 31 décembre 2010 nous montre qu'on a 288 vétérinaires sentinelles répartis sur 85 départements. C'est proportionnel, bien entendu, aux populations équines sur le territoire, mais on a encore des départements sinistrés. Et les éleveurs doivent être en fait des éléments de stimulation de leurs vétérinaires par rapport aux pathologies et aux cas qui sont rencontrés sur le terrain. C'est-à-dire que vous pouvez, si votre vétérinaire n'est pas vétérinaire sentinelle, vous pouvez tout à fait l'inciter à le devenir et jouer un rôle dans ce cadre-là. Alors, un exemple pratique. Vous savez que actuellement, on est encore avec une problématique de rhinopneumonie, herpès-virose nerveuse dans le nord de l'Île-de-France. Alors, comment ça s'est passé? On est parti d'un cas sur un cheval de sport de 7 ans qui était vacciné grippe tétanos, mais pas vacciné contre la rhinopneumonie, dans une écurie de 100 chevaux, écurie de propriétaires et chevaux de concours, et on s'est trouvé avec 22 autres chevaux qui étaient également atteints dans l'effectif. Donc quels étaient les symptômes? Hyperthermie, toux, du jetage, et puis des chevaux qui ne mangeaient pas bien. Donc le vétérinaire a été appelé. Le réflexe, c'est un vétérinaire sentinelle, il fait un prélèvement, un écouvillon nasopharyngé, qui est envoyé donc, au laboratoire, il fait une déclaration au RESP, et puis il a une suspicion de rhinopneumonie, qui donc est confirmée. Donc ça, c'est la feuille de déclaration qui est faite au RESP. Alors évidemment,
les vétérinaires parfois peuvent être réticents à faire partie du RESP parce qu'il va y avoir un certain formalisme à respecter. Il faut qu'ils remplissent un formulaire, il faut qu'ils mettent des commémoratifs. Ils ne peuvent pas se contenter d'envoyer un écouvillon au laboratoire avec une simple ordonnance. Bon, c'est parce qu'on a besoin en fait d'un certain nombre de renseignements si on veut pouvoir faire de l'épidémiologie. Donc vous voyez que cet écouvillon, il a été envoyé au laboratoire. On est dans le cadre d'une pathologie. Alors c'est un écouvillon nasopharyngé pour la rhinopneumonie qui était d'une forme nerveuse. Et ça tient en fait au type de virus. C'est vrai que même sur une forme nerveuse de rhinopneumonie, vous allez retrouver le virus dans la sphère respiratoire. Donc les recherches qui sont faites, c'est la grippe, l'artérite virale et l'herpès virose, qui dans ce cas-là s'est avéré positif. Donc on a eu donc ce premier message d'alerte qui est arrivé donc sur les mails des socioprofessionnels qui sont inscrits dans le RESP, et toute personne peut s'inscrire et recevoir ces alertes sur son adresse mail. Donc vous voyez que sur l'alerte, vous allez avoir un tableau relativement synthétique qui vous donne toutes les informations utiles. C'est-à-dire que vous savez à quelle maladie on a affaire, vous savez combien de chevaux sont impactés, quel est l'effectif total, puisque là on voit qu'on avait 2 chevaux affectés, un effectif de 90 chevaux et donc un prélèvement positif. On a la date. On a le département, donc le code zone, c'est un code département, 95. À partir de là, le professionnel, il sait s'il est en zone de risque ou non. Donc on sait là que c'est dans la filière sport, donc ça donne un certain nombre d'informations. Donc l'alerte est donnée au vétérinaire sentinelle, à tous les contacts que le RESP a dans la filière, donc il y a un certain nombre d'institutions qui reçoivent systématiquement les messages du RESP, et contacts internationaux. Et à la suite de ce premier cas, qu'est-ce qui se passe? Une enquête épidémiologique est déclenchée. Le RESP est en contact avec le vétérinaire sentinelle qui a déclaré ce cas. Et puis on va faire tout un tas d'enquêtes et notamment suivre l'évolution de ce foyer. Donc vous voyez que ce foyer numéro 1, 7 jours après le premier cas clinique, il y avait 9 chevaux sur les 22 atteints qui présentaient des symptômes neurologiques, donc de l'ataxie. Au total, 54 chevaux de cet effectif ont présenté de l'hyperthermie et 14 chevaux ont eu des signes neurologiques, dont 4 très sévères. À l'issue de ce premier foyer, un deuxième foyer, 9 jours après le premier cas clinique, on a confirmé la rhinopneumonie dans un deuxième foyer avec un lien épidémiologique entre les 2 foyers, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait eu des mouvements de chevaux. Au total, une dizaine de chevaux ont présenté de l'hyperthermie et un cheval avec des symptômes neurologiques sévères. Et puis un troisième foyer a été suspecté, mais sur lequel on n'a retrouvé aucun cheval positif. Et un quatrième foyer, près d'1 mois après le premier cas clinique, donc avec cas de rhinopneumonie confirmée, 2 chevaux atteints et symptômes très sévères, donc avec des euthanasies. Donc au total, on a eu 2 euthanasies et 7 chevaux qui ont présenté de l'hyperthermie dans ce quatrième foyer. Alors, le suivi intermédiaire, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a eu un nouveau foyer, les alertes ont été passées par le RESP, et puis il y a eu également des messages intermédiaires donnant des conseils sur les mesures à prendre et les préconisations au niveau de la zone géographique et au niveau des mesures de vaccination et prévention sanitaire. Donc le RESP, quels outils pour l'avenir? Alors, il faut en fait consolider la place du RESP dans le système de surveillance des maladies animales. Et ça, le système de surveillance, c'est quelque chose qui dépend du ministère de l'Agriculture. Et malheureusement, la filière équine est une petite filière par rapport aux autres filières des animaux de rente. Et le ministère de l'Agriculture s'intéresse préférentiellement aux filières bovines et aux filières d'animaux de rente, filière avicole, porcine. Et la filière équine, on a énormément de mal à faire valoir les spécificités et à obtenir que le RESP, qui est un outil qui finalement peut fonctionner et peut se développer, on a énormément de mal à obtenir un vrai soutien du ministère de l'Agriculture et une vraie reconnaissance. On est en permanence bridé
parce que en fait, tout ce que développe le RESP pourrait nuire en quelque sorte à des accords qui sont déjà pris dans d'autres espèces animales. Et ça, c'est vraiment dramatique pour les chevaux. Donc il y a vraiment besoin en fait d'un soutien de l'ensemble des éleveurs et des associations pour aller expliquer au ministère que les chevaux, c'est très particulier. Il y a des problématiques qu'il faut savoir prendre en compte. Les chevaux bougent, on a du mal à savoir où ils sont en temps réel. Ce n'est pas comme un cheptel bovin. Et ces particularités-là, les professionnels peuvent les prendre en charge et il ne faut pas nous en empêcher. Donc on a un réseau de laboratoires qui est en train de se développer et qui travaille pour le RESP. On a également quelque chose qui se développe, c'est le fichier détenteur au niveau du CIR, c'est-à-dire qu'il y a une obligation maintenant de tous les détenteurs de chevaux de se déclarer. C'est pour permettre de savoir en cas de crise qui on doit contacter. C'est absolument pas pour recueillir des informations qui pourraient avoir une utilisation fiscale quelconque. C'est vraiment un objectif sanitaire. Bon, le RESP international, eh ben, c'est un vrai plus, parce que c'est bien évident que ce qui se passe à l'étranger avec les mouvements européens et internationaux, bah, il faut absolument justement savoir où sont les microbes au plan européen, dans notre environnement proche et même plus loin. Et puis donc, développement du réseau, de ce réseau de suivi sanitaire. Alors, les autres outils transversaux qui sont développés. La Fédération nationale des courses françaises cherche actuellement à développer un réseau de laboratoires de dépistage de la grippe et de la rhinopneumonie, de manière à avoir sur le territoire un maximum d'outils de dépistage. Vous avez vu que dans les foyers du 95, finalement, on avait affaire à de la rhinopneumonie. Là, en l'occurrence, les analyses ont été faites au laboratoire Franck Dincombe à Caen, qui est un très gros laboratoire sur la pathologie équine et qui est très performant. Mais les vétérinaires sur tout le territoire français ont besoin de laboratoires de proximité pour pouvoir porter les écouvillons et avoir la réponse. Une réponse sur une PCR, c'est une réponse dans la journée, hein. Donc en cas de risque sanitaire, la proximité est importante. Donc ce réseau en fait, de laboratoires est encadré par le laboratoire de l'ANSES, donc à Dozulé. Il fonctionne bien entendu avec le système d'alerte du RESP et il bénéficie d'un soutien financier de la Fédération des courses. Donc on est parti en fait de la population des chevaux de course, c'est-à-dire savoir où il y a des chevaux de course, pur sang, trotteurs, et puis où est-ce qu'il y a des centres d'entraînement, c'est-à-dire où sont les risques sanitaires. Bon, on se rend compte qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent en Basse-Normandie, Bretagne et Pays de Loire, mais il y a également des centres d'entraînement et des hippodromes dans le sud, dans le sud-ouest, dans le sud-est, dans le centre. Et donc les laboratoires, en fait, on cherche à les disposer de façon à correspondre en fait aux zones d'activité. Donc vous voyez sur cette carte, c'est une carte qui trace la présence dans les départements de laboratoires à compétences équines. Donc vous voyez que ceux qui sont en bleu foncé, c'est les laboratoires qui ont déjà une forte compétence sur les maladies équines que sont les maladies de la monte, métrite, anémie infectieuse et artérite virale. Et là où on a mis une étoile jaune, c'est là où on a des candidats pour faire ce dépistage de la grippe et de la rhinopneumonie en France. Donc évidemment, on retrouve une forte zone de compétence sur le nord-ouest et également sur la zone du sud-ouest avec un gros laboratoire qui se développe. Bon, on en a également dans le centre, hein, puisque là on a une grosse activité à QPS. Donc voilà la carte de ce qui est en train de se développer, sachant qu'actuellement, en Normandie, dans le Calvados et l'Orne, on a des laboratoires qui sont compétents pour le dépistage de la grippe et la rhinopneumonie. Dans la Nièvre, on a un laboratoire qui sait dépister la rhinopneumonie et les autres laboratoires, en fait, ont des compétences à mettre en place et à valider. Tout ça avec des financements de la Fédération nationale des courses pour tous les essais qualificatifs que devront passer ces laboratoires. Donc vous voyez la santé autour du RESP. Et bien, finalement, on a d'abord l'information qui est très importante avec un réseau on a vu maintenant près de 300 vétérinaires sentinelles et puis un outil supplémentaire qui est la base de données CIR avec son volet sanitaire. On a également tout un réseau de diagnostic avec le laboratoire de référence de l'ANSES qui est le laboratoire national et européen de référence, le laboratoire Franck Dincombe qui est un outil majeur pour le RESP et tous les autres laboratoires vétérinaires départementaux qu'on tente de motiver
pour participer également au dépistage des maladies pour le RESP. Alors, le Conseil général du Calvados, évidemment, a un rôle énorme dans le financement du RESP et on voudrait mobiliser d'autres financeurs. Alors, la filière, elle a un rôle important dans l'établissement de plans de prévention, puisqu'en fait, c'est de la filière que partiront les commandes. Et puis, évidemment, tous les établissements scientifiques qui, comme l'INRA et l'ANSES, travaillent en fait dans le progrès sanitaire et dans la recherche sur la santé. En conclusion, on voit donc que la filière équine, face à une crise, donc ça c'est en fait le site internet du RESP que vous pouvez aller visiter. Donc la filière équine face à une crise sanitaire a quand même une organisation maintenant en place autour du RESP, un protocole de gestion de crise qui a été testé, puisqu'on a fait un exercice d'alerte au mois de novembre qui a très bien fonctionné. Et puis des interlocuteurs de la filière qui doivent être sensibilisés au niveau local, régional et national, parce qu'en fait, en cas de crise, les alertes vont être déclinées par les différentes associations au niveau de leurs adhérents. Les adhérents, en fait, vont pouvoir repartir à la source de l'information en allant sur le site du RESP et en essayant d'avoir un certain nombre d'informations validées. Sachant que face à une crise ou face à une rumeur concernant un risque sanitaire, la bonne attitude des professionnels et des éleveurs, ça doit être de rechercher de l'information validée. C'est-à-dire d'aller tout de suite sur le site du RESP où vous allez trouver, s'il y a quelque chose, s'il se passe réellement quelque chose, vous allez trouver l'information, des informations qui sont des informations validées. Les éleveurs sont également une force de proposition et une force de remontée des informations. C'est-à-dire que dans le cadre des foyers de rhinopneumonie qu'on a actuellement dans le nord de l'Île-de-France, bien entendu, toute la sphère de l'Île-de-France est inquiète. C'est vrai que récemment, on a eu des interrogations sur la zone de Maisons-Laffitte, avec une inquiétude. Bon, alors, les professionnels qui sont sur Maisons-Laffitte, s'ils ont vent et s'ils ont des informations concernant un risque, ils ont tout intérêt à faire remonter cette information au RESP, qui, lui, va avoir la capacité de réunir toutes les informations qui viennent de partout et de les analyser et du coup, de rechercher la vérité et de pouvoir redonner à la filière quelque chose qui a été étudié et validé. Donc, vous voyez que maintenant, avec le RESP, la base de données CIR et un réseau de laboratoires de diagnostic qui se développe, eh bien, la filière équine va avoir de meilleurs outils pour combattre les crises.